Comme tout le monde, j'ai dû envoyer une centaine de candidatures et mon taux de réponse était aux alentours des 2-3%. Ce qui a été un peu compliqué pour moi quand je cherchais un métier, c'est que je me disais, j'aime bien les chiffres, mais j'aime pas non plus partir dans des modèles mathématiques trop abstraits. Je me souviens vraiment de noter tous les points que je comprenais pas en réunion, et puis après tu passais dans les bureaux en mode, tu peux m'expliquer ça s'il te plaît? Quand tu viens d'un petit bled de 7000 habitants à côté de Nantes et que t'arrives dans genre une des plus grandes métropoles nord-américaines, t'as un petit sentiment de fierté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside, donc consacré aujourd'hui à BPI France Small Cap. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ludovic Soulabaye. Donc bonjour Ludovic, comment vas-tu? Ça va Fabio et toi? Ravi d'être avec toi. Merci, c'est un plaisir aussi de t'avoir sur le podcast. Donc pour commencer, une question très simple. Donc qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire, professionnel en quelques mots avant qu'on y revienne plus en détail au fur et à mesure de l'interview. Ok, avec plaisir. Donc je suis Ludovic Soulabaye, j'ai 27 ans, je suis originaire de Nantes. J'ai fait un programme assez généraliste à Audencia où je me suis spécialisé en finance et je travaille maintenant, comme tu l'as dit, chez BPI France au sein de l'équipe Small Cap, donc de BPI France Investissement depuis bientôt 3 ans. Ok. Et justement, j'ai une petite question que j'aime bien poser en fait au début de chaque podcast. C'est quel métier toi tu voulais faire enfant et pour quelles raisons? Simplement pour savoir en fait s'il y a des différences avec aujourd'hui et la finance, ou si depuis enfant tu avais quand même, on va dire, des intérêts pour la finance. Depuis enfant, j'avais des intérêts pour la finance. Bon, je te dis pas que quand j'avais 6 ans, je voulais faire de la finance quand même, mais depuis que je fais des maths ou autre, j'avais quand même ce goût pour les chiffres, les choses qui utilisaient quand même la logique, le raisonnement, et j'ai toujours su que je voulais faire de la finance. Après, j'ai eu un contact, on va dire, un peu tardif avec le sujet. Enfin, j'avais pas forcément de personnes dans mon environnement proche qui travaillaient dedans. Peut-être à part ma mère qui était comptable, chef comptable, mais c'est encore assez loin de pas mal de métiers de la finance. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver. Néanmoins, j'avais eu la conviction assez tôt que je voulais en faire mon métier. Ok. Et donc comment ça s'est passé toi en fait au niveau de tes choix? Comment tu as rejoint Audencia? Quelle était la raison et comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ce qui est assez marrant, c'est que quelque part, j'ai cherché à retarder mon arrivée en école de commerce pour me laisser quand même un maximum le choix. J'ai d'abord fait une licence économie, gestion et éthique de l'entreprise. Alors, ce que ça voulait dire, c'est que c'était une licence d'économie-gestion avec, paradoxalement, moins de maths qui commençait à devenir très abstraite et plus de cours de culture générale aussi pour m'éveiller à une pluralité de sujets. Et puis, je pense que j'avais déjà en tête cette volonté de toucher un peu à tout et d'avoir un regard critique sur pas mal de choses. Donc j'ai d'abord fait cette licence où en gros j'ai continué de faire de l'économie, des maths et des cours de culture G. Ça a quand même confirmé que mon penchant il était plus pour l'économie et les maths et a fortiori la finance. Donc je m'étais spécialisé en dernière année en finance durant cette licence. Et après j'ai passé j'ai passé les concours en tant que KST avec la volonté d'être dans une école, alors forcément bien classée, mais aussi une école qui allait me donner la possibilité de tester un maximum de choses. Et Audencia était parmi les écoles qui proposaient le plus de stages, avec des parcours spécialisés en finance, bien sûr. Et donc, c'est un peu comme ça que j'y suis arrivé. Ok, c'est très clair. Et du coup, au niveau de tes recherches de stage, parce que je suppose qu'effectivement, donc, tu as eu des stages durant ton cursus, comment ça s'est passé tes premières recherches de stage? On a l'habitude d'entendre, c'est vrai que c'est quand même très compliqué pour trouver son premier stage, surtout en private equity et dans la finance. Pour toi, comment ça s'est passé concrètement? Je ne vais pas faire exception à la règle, pour le coup. Surtout le premier stage qui est très compliqué parce que... on entend peut-être de plus en plus parler du private equity tôt, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. On entend beaucoup de métiers, le M&A, le TS ou autre. Moi, je m'étais fixé comme objectif pour mon premier stage de renforcer ma capacité d'analyse financière parce que c'est sympa, on est en école, on apprend des ratios. Maintenant, il y a toujours le problème de mettre ça en application et ces ratios. Il n'y a pas de bon seuil absolu. Il y a toujours, ça varie en fonction un peu des cas de figure, des projets, des secteurs. Donc, moi, je me suis dit, l'objectif, c'est ça. Et en l'occurrence, j'ai réussi à avoir une expérience au sein du Crédit Agricole, de la branche Investment Banking du Crédit Agricole qui s'appelle CACIB, où j'ai fait un stage de 6 mois en analyse risque. Mais pour le coup, j'ai vraiment galéré à avoir ce stage. Et je pense...
Ouais, comme tout le monde, j'ai dû envoyer une centaine de candidatures. Et mon taux de réponse, c'était aux alentours des 2-3% quand tu es en première partie. Et pour le coup, voilà, je remercie beaucoup Terence Robert, qui était mon premier maître de stage chez Cassib, qui m'a donné cette confiance, alors que bon, j'avais un CV un peu vierge, comme tout bon étudiant en première partie de césure. Donc ça a été assez compliqué, mais néanmoins, je me suis accroché et ça m'a permis après de mettre le pied à étrier pour la suite. Ok. Et du coup, toi, tu as découvert en fait le private equity donc, durant tes études ou tu en avais déjà un petit peu entendu parler rapidement ou comment ça s'est passé un peu cette découverte, on va dire, du private equity? J'en ai entendu parler, alors on va dire pendant mon M1, pendant le semestre de cours que j'ai eu à Audencia. C'était quelque chose que j'entendais un peu de loin, je savais pas trop ce que c'était. Tout de suite, quand on pense fonds d'investissement, on pense quand même assez vite à des structures anglo-saxonnes. On n'a pas forcément connaissance qu'il y a des structures franco-françaises qui existent. Bon, peut-être à part BPI France. L'avantage, c'est que c'est dans le nom, donc c'est plutôt pas mal, ça marque l'esprit. Mais voilà, j'ai eu une connaissance un peu tardive de la chose. Et l'avantage de ce premier stage chez Cassib, c'est que du coup, donc, j'analysais des sociétés qui voulaient emprunter auprès du Crédit Agricole et j'émettais une analyse risque. Et parmi ces sociétés, certaines étaient sous LBO, donc avaient fait l'objet d'une opération de capital transmission où il y a eu une levée de dette. Et donc là, j'étais côté prêteur, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, j'étais littéralement côté prêteur. Et ça m'a permis de toucher du doigt un peu justement ces montages avec levier. Et ça m'a permis aussi de me dire, enfin, de découvrir un peu ces structures. En plus, j'étais basé à Nantes, donc ça m'a permis de découvrir des structures avec un ancrage local, chose que je connaissais pas forcément. Et sous les conseils de mon maître de stage de l'époque qui m'avait dit voilà, ça sent que tu as le goût de l'analyse et que tu as envie d'aller plus loin. Donc, va en private equity, tu vas t'amuser, tu vas pouvoir creuser autant que tu veux les sujets, être encore plus impliqué dans le développement des sociétés qui sont clientes, entre guillemets. Donc, voilà, fonce si tu as l'occasion. Et donc, c'est un peu par ce biais-là que j'ai renforcé, que j'ai commencé à avoir une vraie en tout cas, acquérir un vrai premier niveau de compréhension de ce qu'était le private equity en France. Ok. Ouais, donc en fait, c'est vraiment grâce à cette première expérience, ce premier stage, que tu as découvert le private equity et du coup, en même temps, ton attrait pour le métier. Exactement, ouais. Et du coup, à la fin de ce premier stage, donc là, dans ta tête, c'était plutôt clair. Tu t'es décidé à faire du private equity ensuite par la suite ou tu ne savais pas encore exactement quel métier tu souhaitais faire par la suite? Je cherchais à faire du private. Alors, déjà, je cherchais à me rapprocher de ce milieu-là. J'avais aussi un peu une hésitation sur, voilà, est-ce que je fais plutôt du VC, donc de l'investissement plutôt dans des startups, donc dans des sociétés innovantes. Est-ce que je veux plutôt des sociétés matures, mais est-ce que c'est plutôt des PME, des ETI ou des grands groupes? J'aimais quand même cet aspect local qui était assez important pour moi, et donc assez vite, je me suis dirigé plutôt vers la partie, on va dire, small, mid-cap, donc PME, petite ETI. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait ma réflexion. Je me suis dit, voilà, c'est mon intuition. Et donc, autant essayer d'aller confirmer sa première intuition. Donc, j'ai fait ce premier stage après, par la suite, dans l'équipe de Crédit Mutuel Equity, enfin l'équipe nantaise de Crédit Mutuel Equity, où j'ai travaillé le temps d'un stage long durant le S2 2018, où j'ai pu découvrir le métier et confirmer un peu encore une fois les intuitions que j'avais, à savoir que c'était la partie le sous-segment qui me convenait le mieux, donc travailler aux côtés des PME, des ETI, toujours dans un souci d'être proche des dirigeants, en local. Par ce biais-là, je me suis dit, voilà, j'aime ce segment, j'aime les tâches qui me sont affectées. Ce qui a été un peu compliqué pour moi quand je cherchais un métier, c'est que je me disais, j'aime bien les chiffres, mais j'aime pas non plus partir dans des modèles mathématiques trop abstraits. Et d'un côté, j'aime bien quand même écrire, tu vois, toutes les matières qui renforçaient un peu ma compréhension du monde qui m'entourait, l'économie, l'histoire, etc. Et quelque part, quand j'ai fait ce métier et que j'ai découvert qu'il y avait quand même un aspect de recherche qui était important pour creuser les sujets, rédiger des notes, etc., je me suis dit, ça fusionne parfaitement, genre mes deux centres d'intérêt et je pense mes qualités principales aussi. Donc, let's go, quoi. Je pense que c'est la bonne trouvaille. Ouais, c'est ce qui matchait le mieux pour toi par rapport à ton profil. Ouais, exactement. Tu as eu, on va dire, cette chance de trouver en fait directement ce qui toi t'intéressait et là où tu étais bon aussi, ce qui est pas évident, je pense, pour beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à trouver notamment ce qu'ils aiment, même les écoles, enfin les choix de carrière, c'est quand même assez compliqué.
Et justement, je voulais rebondir là-dessus en te posant une question par rapport à l'obtention du coup de ce second stage, donc au Crédit Mutuel Equity. Je pense que c'est intéressant qu'on en parle au niveau même du processus, par exemple, de l'entretien, comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? L'entretien, alors c'était tout en une fois. Il y avait évidemment donc une partie de fit, savoir pourquoi le métier m'intéressait, savoir aussi bah, voilà, justifier qu'on était le meilleur candidat pour le job. Ça m'a beaucoup aidé de rester encore une fois dans l'environnement que je connaissais, donc l'environnement de la région, enfin en gros du quart nord-ouest de la France, puisque je suis passé rapidement dessus, mais en fait j'ai grandi à Nantes, mes parents sont bretons, j'avais fait une partie de mes études à Angers, mon meilleur pote était vendéen, donc enfin pour ceux qui Ok. connaissent le coin, je couvrais quand même pas mal de zones. Donc ça m'a aidé de dire bah voilà, je reste en local, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, je connais les sociétés sur lesquelles vous allez étudier. Alors tu connais enfin c'est relatif mais en tout cas de nom tu connais un peu les business models ou autres comment ça fonctionne. Donc il y avait bon tout cet aspect de fit et après j'ai eu quelques questions techniques sur bah voilà comment on valorise une société, c'est quoi les agrégats qu'on regarde, pourquoi on les normalise. C'était relativement high level entre guillemets dans le sens où j'ai pas eu de questions ultra pointilleuses de comment tu calcules ton bêta de nanana pour faire ton DCF. Néanmoins, ça a validé ma bonne compréhension des sujets. Et après, par rapport à ce que j'ai fait en stage où j'évaluais en fait la solvabilité des montages, enfin en tout cas, ça faisait partie de mon apprentissage. Ça faisait pas mal écho à tous voilà, les sujets où tu fais bah, des emplois ressources, savoir si le montage il est équilibré, oui, non. Et puis bon, bah, t'es stagiaire, donc l'idée c'est d'abord de montrer que tu as une compréhension. Évidemment que t'as pas la finesse de te dire est-ce que il faut faire plus comme ci ou plus comme ça, mais au moins la big picture, tu peux la comprendre un peu plus et c'est ça que j'ai su un peu justifier. Ok. Et tu as eu du coup, tu as eu plusieurs entretiens, je suppose. Est-ce que tu as eu un cas pratique ou quelque chose comme ça, ou c'était vraiment... Non, ça restait vraiment des questions à l'oral et j'ai pour le coup assez... Enfin, j'ai pas eu de cas pratique, j'ai pas eu de LBO Papers alors que pourtant c'est un grand classique. Donc voilà, je pense que, je sais pas, mes réponses ont dû être suffisantes et m'ont permis de pas avoir ce cas-là, mais voilà, ou alors ça faisait, je pense, tout simplement pas partie du process, alors qu'effectivement c'est commun à pas mal de structures, mais ça n'a pas été mon cas. Ok, bah, c'est très clair. Et donc une fois après que tu commences ce stage, donc là pour toi c'est tout nouveau, du coup c'est la première fois que tu rejoins, on va dire véritablement un fonds d'investissement, donc où tu vas commencer des missions réellement en lien avec le métier. Comment ça se passe pour toi? Quelles étaient tes attentes en fait par rapport aux missions et VS la réalité en fait? Comment ça s'est passé pour toi dans ce stage? Euh, alors, spoiler alert, ça s'est bien passé. Euh, mais non, honnêtement, ça s'est bien passé. Ce qui fait bizarre, c'est de découvrir le rythme réellement, parce que tu es sur un métier qui est quand même d'un assez haut niveau intellectuellement, puisque en gros, ton cahier des charges, c'est d'aller convaincre des dirigeants que tu es la bonne personne pour aller les accompagner alors même que, enfin, dans mon cas, Crédit Mutuel Equity se présentait comme un généraliste, ce qui sont, voilà, on n'est pas, enfin, c'était pas des, en tout cas ceux que j'accompagnais, c'était pas des investisseurs qui avaient une spécialisation dédiée et une connaissance de très spécifique d'un marché, et donc faut pouvoir attester que tu vas pouvoir apporter de la valeur ajoutée à quelqu'un, alors même que tu connais pas aussi bien que lui son marché par définition. Donc j'ai découvert un peu l'intensité des journées où bah, voilà, tu passes beaucoup de temps à rechercher, à préparer tes échanges. Tu as aussi cette exigence de... Tu travailles qu'avec des gens qui sont bah, capables de répondre à cette exigence. Donc même les réunions en interne étaient quand même d'un assez, enfin forcément d'un assez haut niveau. Et donc quand tu es stagiaire, tu te dis il y a des échanges qui fusent, il y en a que tu sens, ils font des calculs assez rapides dans leur tête, mais tu n'arrives pas à suivre. Donc en fait, enfin moi, je me souviens vraiment de noter tous les points que je comprenais pas en réunion, et puis après, tu passais dans les bureaux en mode tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Donc, ça, c'est le point qui m'a marqué, et après, ça répondait exactement à mes attentes en termes bah, voilà, de degré d'analyse, de degré d'implication. Et j'ai beaucoup aimé le fait que bah, voilà, ils m'ont aussi responsabilisé crescendo, ce qui est logique, mais enfin, ce qui est logique. Oui et non, mais en tout cas, j'ai eu la chance voilà, d'avoir des gens qui ont voulu me faire confiance et qui m'ont permis aussi bah, de faire des rendez-vous clients ou autres. Et
Ce qui était très sympa, c'est que finalement, mon bureau était au milieu de tous les autres bureaux. Donc, dès qu'il y avait un échange ou autre, tu pouvais toujours tendre l'oreille pour savoir de quoi il était question, comment ça se passait. Et à chaque fois, pouvoir poser des questions de comment ça se passe, est-ce que je peux apporter de l'aide, voilà. Et donc, être de plus en plus impliqué, quoi. Ok, donc globalement, en fait, tu étais quand même très exposé, on va dire, Ouais, là-bas. Ok, ce qui est quand même un gros avantage, je pense, dans le métier. ouais, totalement. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur tous les termes, on va dire aussi techniques. Je pense que tu as dû entendre au début quand tu n'es Ouais. pas du tout du milieu. Je pense que c'est très compliqué, effectivement, de connaître toutes les définitions. Donc effectivement, je pense que c'est pas simple. Ouais, je suis reparti avec un petit lexique à la fin, mais qui m'a bien servi, donc ça valait le coup. Du coup, ton stage se termine. Donc tu m'as dit ça s'est plutôt bien passé au bout des 6 mois. Donc ensuite derrière tu retournes du coup à l'école et après comment ça se passe? Est-ce que tu as ton stage de césure du coup je suppose ou quelle est ta prochaine expérience? Je retourne pas tout à fait à l'école. Enfin, si, je retourne à l'école, mais je retourne pas à l'ENSIA. Je pars en échange universitaire à Ottawa, au Canada. Un jour, quelqu'un m'a dit que c'était au Japon. J'ai toujours pas compris comment il a pensé ça. Mais donc, je suis parti à Ottawa, en gros, qui est, on va dire, à mi-chemin à peu près entre Toronto et Montréal pour les spécialistes de la géographie canadienne. Et donc, je pars en échange. Je pense que, comme beaucoup d'étudiants, c'est à peu près un des meilleurs moments de ma vie. C'était 4 mois d'échange très cool qui m'ont permis un peu de découvrir la culture nord-américaine, de pouvoir voyager pas mal. J'ai découvert que Cuba, c'était pas si loin que ça du Canada, donc c'était une belle découverte aussi. Enfin, en vrai, j'ai pas mal voyagé et à côté de ça, j'ai profité de l'expérience pour essayer d'aller taper aux portes un peu, parce que je voulais quand même avoir ce stage à l'étranger. Et j'étais aussi bien motivé par mon école qui me demandait une expérience à l'étranger pour tout simplement valider mon diplôme, mais c'était un peu ma volonté. L'avantage, c'est que comme mon stage chez Crédit Mutuel Equity s'est bien passé, j'ai pu repartir avec des contacts là-bas puisque le groupe lançait une filiale au Canada. Alors, la partie VC existait depuis 2013 ou 2014, si je dis pas de bêtises. Et la partie de CapDev avait été lancée en 2018 et moi je suis arrivé au Canada début 2019. Donc en termes de timing, j'étais plutôt pas mal. Il n'y avait pas d'offre pour autant, mais je suis allé taper aux portes un peu au culot, honnêtement. Je me souviens d'avoir fait 2 week-ends à Toronto avec des potes et de leur avoir dit, bah voilà, là, les gars, faut que je vous lâche. Je vais aller passer un entretien. Et donc, au Canada, il fait un petit peu froid. Donc, t'es en Timberland, donc t'as des grosses chaussures, t'as des grosses vestes. Et je me souviens, genre, repasser vite fait au Airbnb que j'avais loué, genre me changer, mettre la veste de costard, les chaussures qui vont bien et aller passer mon entretien. Et donc voilà, donc j'ai fait un échange en fait pendant du coup ces 4 mois. Je suis rentré en France finir mon Master 2 sur la fin 2019. Et ce qui m'a amené en fait en VIE après. Et donc je suis retourné au Canada, ce coup-ci pour travailler en tant qu'analyste private equity, donc dans la filiale canadienne du groupe Crédit Mutuel Equity. Ok. Et donc, tu as réussi donc, oui, à trouver le VE donc, par rapport à ce que tu m'as expliqué justement. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, ce VE, qu'est-ce qui t'a apporté? Là, du coup, quelles étaient tes missions? Parce que du coup, tu arrives dans un autre pays. Donc, c'est quand même du private equity, mais dans une autre géographie. Donc, c'est aussi intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de différences, je pense, avec Ouais. la France. Et justement, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience par rapport à ton expérience précédente? Les différences un petit peu de culture au niveau de l'investissement? C'était génial. Déjà, c'est un challenge personnel qui était quand même plutôt cool. Quand tu viens d'un petit bled de 7000 habitants à côté de Nantes et que tu arrives dans genre une des plus grandes métropoles nord-américaines, parce que Toronto c'est une des plus grandes métropoles nord-américaines, t'as un petit sentiment de fierté quand même, t'as un petit sentiment d'accomplissement. Et au niveau des apprentissages à proprement parler, ce qui était très chouette, c'est que la moitié de l'équipe était canadienne, l'autre moitié était française. Tout le monde était bilingue. Donc déjà, il y avait un peu cette richesse, on va dire, culturelle et linguistique qui faisait que chacun échangeait dans la langue qu'il souhaitait et dans la langue qui était pour lui la plus claire pour exprimer l'idée qu'il avait. Donc ça donnait des échanges, honnêtement, je pense, caricaturaux, où voilà, il y en a un qui parle en français, l'autre répond en anglais, on répond en anglais, puis à un moment, je sais pas pourquoi quelqu'un rebascule en français, et donc voilà. Mais c'était très chouette. Ça m'a permis un peu de me désinhiber. Je me souviens un de mes premiers rendez-vous où c'était avec un des dirigeants canadiens qui anglophone
qui m'expliquait du coup en anglais pourquoi, genre, c'était mieux d'utiliser telle matière plastique pour faire des revêtements en termes d'insonorisation, pourquoi ça marchait mieux. Donc déjà, techniquement en français, c'est un peu complexe. Surtout, je fais un bac ES, donc pour le coup, je suis un peu mes limites dans tout ce qui est scientifique. Mais enfin voilà, je me souviens de me sortir de cet échange en me disant, bon, évidemment, j'ai pas tout compris, mais franchement, j'ai compris genre 95%. Et quand je faisais le point avec le Canadien qui m'accompagnait, je voyais que j'avais quand même pas loupé grand-chose. Après, il y a quand même c'est plus dans le je sais pas, dans l'ambiguïté que tu peux mettre dans tes réponses et dans les codes un peu culturels où ça a été aussi un apprentissage. Ça m'a pas mal désinhibé aussi sur le fait euh, en fait, de poser n'importe quelle question qu'on peut avoir. Alors, poser n'importe quelle question qu'on peut avoir, on les pose d'abord en interne et évidemment après en externe si on n'y arrive pas. Mais en fait, du fait de cette ambiguïté entre les langues, on avait en fait pas on avait entendu la même chose, mais ça faisait pas forcément écho aux mêmes choses dans nos esprits. Et pour le coup, je me souviens voilà, d'un sujet sur un transporteur qui était Hazmat Certified. Donc en gros, Hazmat, quand tu traduis en français, ça veut dire que tu peux euh, transporter des choses qui sont instables, genre type des déchets nucléaires ou des choses quand même assez vénères, alors que dans la définition anglo-saxonne de la chose, c'est plus que en fait tu peux transporter des choses qui sont inflammables. Donc il transportait genre de la laque pour cheveux et donc si tu veux l'analyse que tu as, elle est pas forcément la même en termes de risque et donc enfin bref. L'interprétation ouais, n'est pas du tout la même en fonction de. Non, c'est ça. Bon, tu as des trucs qui sont moins high level et pour un Canadien, en fait, le dîner, c'est notre déjeuner. Donc, quand tu vois qu'on te demande si tu es dispo pour un dîner, qu'on t'envoie une invite à midi, tu fais, je suis pas sûr d'avoir compris ou alors, enfin, il y a quelque chose. Donc, et en fait, enfin voilà, il y avait plein de choses. En France, on a une agriculture qui est subventionnée, donc on a des produits qui coûtent pas cher, alors que par exemple, au Canada, ils n'ont pas une agriculture subventionnée. En revanche, ils ont des quotas de production. Euh, bon, bah, tu te dis, ok, ils ont des quotas de production, mais ça veut dire qu'en fait, leurs produits sont assez chers par rapport à des produits européens. Et ce qui fait que si tu tables sur, je sais pas, tu regardes une entreprise agricole là-bas et que tu dis, bah, elle va exporter, forcément, c'est assez limite parce que par rapport à un produit européen, t'es pas forcément aussi compétitif, ne serait-ce que parce que le système agricole dans son ensemble ne fonctionne pas de la même manière. Donc, c'était pour le coup assez sympa de te dire, voilà, il n'y a pas de question trop bête à poser. Il vaut mieux se dire, bon, bah voilà, aller au fin fond de comment les gens consomment, comment les gens produisent. Et donc, ça, c'était plutôt cool. Le timing a fait que, alors j'y étais en 2020, donc j'ai pas pu faire autant de deals que j'aurais voulu. En l'occurrence, les OP se sont clôturés après coup, mais ça m'a permis aussi de découvrir beaucoup plus les phases d'accompagnement, parce que pendant le Covid, il fallait quand même bien suivre ses parts et être sûr que tout roulait. Et ça m'a permis voilà, de faire mes premiers modèles un peu Excel de build-up pour des parts, de plancher un peu sur des sujets RSE ou autres. Et donc ça a été aussi un apprentissage par rapport à mon expérience passée où quand j'étais à Nantes, je me suis surtout concentré sur l'exécution du deal flow qui est entrant et qui est quand même plutôt le rôle d'un analyste, enfin, en tout cas d'un junior qui démarre dans le métier. Mais voilà, là, j'ai pu un peu aussi, encore une fois, toucher du doigt cet autre aspect et c'était pour le coup plutôt chouette. Et j'ai bossé avec des gens humainement très sympas. Donc voilà, je remercie aussi David Dickel qui m'avait fait confiance, qui était le directeur du bureau canadien et qui m'avait fait confiance que pour le coup, j'en garde un très très bon souvenir. Ok. Ah ouais, effectivement, je pense que tu as eu aussi, je pense, de la chance de tomber sur une bonne équipe. Je sais pas combien vous étiez exactement dans l'équipe. On était on va dire, 8 personnes, réparties entre deux bureaux, Toronto et Montréal. Après, je parle vraiment que de la partie qui concerne plus le CapDev, parce qu'on avait aussi des collègues en VC, avec lesquels forcément je bossais moins, parce que c'était moins mon prisme. Mais voilà. D'accord. Et cette expérience, elle a duré combien de temps? Un an. Un J'ai an. fait Ok. toute l'année 2020 là-bas. Donc je n'ai pas connu les restrictions Covid hyper fortes, le confinement où on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Au Canada, on avait le droit de sortir de chez nous autant de fois qu'on voulait. Donc, Ah, je savais pas du tout, mais ouais, je pense que c'est un gros avantage d'avoir vécu, je pense, le confinement, la période du Covid, la pandémie au Canada plutôt qu'en France. ouais, au moins ça m'a permis de sortir courir autant de fois que je voulais et de quand même prendre l'air. En plus, Toronto, c'est une ville qui est très chouette parce que c'est au bord des Grands Lacs, pour ceux qui ne voient pas. Et donc, clairement, en fait, de chez moi, genre, tu courais aller 2 km et tu as l'impression d'être en bord de mer. En plus, tu as une île
qui est pas très long, où tu peux prendre un mini-ferry de 15 minutes et genre t'as littéralement des plages. Donc c'était assez, euh, pour le coup, assez sympa d'avoir cette bouffée d'air-là. Bon, ça aurait pu me permettre de voyager, ce qui n'a pas été possible sur le moment, mais il y a eu quand même des bons avantages, quoi. Ok. Et du coup, donc tu restes 1 an et après tu reviens en France. Est-ce que t'as pas voulu peut-être rester au Canada ou 1 an ça t'a suffi entre guillemets? Non, évidemment, j'aurais voulu rester. Le contexte avait un peu compliqué la chose. Les confinements étaient moins durs, mais ils étaient plus longs aussi au Canada. Donc, à la fin des fins, ça rentre aussi dans la balance. J'avais fait 1 an et demi là-bas. Enfin, si je compte mon échange plus mon VIE, j'aurais éventuellement voulu faire une autre année, mais bon, avec le Covid, c'était aussi compliqué. Il y avait quand même pas mal d'incertitudes. Enfin, à cette époque, on ne savait pas si on allait avoir des vaccins, enfin, en tout cas, au bout de combien de temps ou autre. Donc, ça a compliqué les choses pour que je reste. Après, voilà, c'est une belle expérience qui m'a ouvert la porte BPI derrière. Donc, finalement, j'ai quand même plutôt bien rebondi, même si ouais, une petite année de plus aurait été sympa, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais du coup, donc pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, donc juste après, tu rejoins donc BPI France. Ouais. Combien de temps tu restes? Est-ce que ça se fait directement? T'avais postulé ou comment t'as déclenché l'opportunité? Non, ça s'est pas fait directement. J'ai eu 3 mois de chômage. Enfin, 3 mois de chômage. Alors, j'étais 3 mois au chômage, mais je ne touchais pas le chômage. Parce que, petite chose à savoir pour ceux qui veulent partir en VIE, vous n'avez pas le droit au chômage à la fin de votre expérience. Effectivement, ouais, c'est quand même, je pense, un point à connaître. Ouais. Et donc, enfin voilà, pour le coup, l'expérience au Canada se termine. Donc, je retourne chez papa-maman. Donc, déjà, ça fait un peu bizarre de passer de. Tu vis en Amérique, tu retournes en France, tu vis tout seul, tu vis chez tes parents. Donc, c'était un peu dur. Couvre-feu à 18h et tout, je m'en souviens, c'était quand même très déprimant. Donc, pendant ces 3 mois, j'ai essayé de candidater un maximum. Je me suis focalisé sur le private equity dans un premier temps. J'ai commencé à regarder des postes en TS sur la fin de ma recherche. Mais pour le coup, j'ai candidaté à BPI suite à une offre, enfin voilà, qu'ils ont publiée. Pour le coup, je ne l'ai pas joué en mode spontané ce coup-ci. Et le process s'est fait je pense, en 2 mois à peu près. Et c'était en fait un poste un peu particulier au sein de la BPI, puisque on a notre directeur national Small Cap qui s'appelle Jean-Louis Etchegoyen, qui a toujours en fait un analyste, enfin voilà, un junior à côté de lui qui l'aide sur pas mal de tâches transverses. Et donc, l'idée, c'était de travailler avec Jean-Louis sur toutes ces tâches transverses et sur le temps libre que j'allais avoir à côté, de commencer à travailler avec l'équipe Small Cap en direct. Donc voilà, le cahier des charges était un peu voilà, ce poste transverse et ça faisait écho à certaines fonctions que j'avais pu faire durant mon VIE, où notamment une des tâches principales, c'était de suivre un peu l'évolution du portefeuille d'un point de vue macro, c'est-à-dire sur l'évolution des valos, quel secteur performe, quel secteur ne performe pas, aller à la rencontre de toutes les équipes, mais sur cet aspect suivi des valos ou autre, c'était une de mes tâches que j'avais pu faire quand j'étais chez Crédit Mutuel Equity sur la fin d'année, donc il y avait une certaine continuité. Une des chances que j'ai eues, c'est que Jean-Louis et mon précédent maître de stage, David, s'étaient connus. Donc, je sais qu'il y a eu un appel. Je sais pas de quoi il a été question exactement. Mais bon, je pense que ça a joué un peu en ma faveur. Et moi, de mon côté, j'avais pris la peine de contacter le junior que j'allais remplacer, parce que j'avais cru comprendre que c'était un peu une promotion. Je suis allé un peu à la chasse aux infos sur LinkedIn. Et je remercie toujours Augustin Chaplon, qui est dans mon équipe maintenant. En l'occurrence, c'est moi qui l'ai suivi. Mais voilà, d'avoir pris mon appel et de m'avoir, confirmé mon intérêt, de aussi m'avoir mis en confiance en me disant que voilà, je pouvais, j'avais le CV, que j'étais un bon candidat potentiellement pour le job, quoi. Ok. Ouais, donc effectivement, donc au début, t'es rentré en fait pas directement sur ce poste, mais du coup sur un poste avec des fonctions plus transverses, et puis après, t'as réussi du coup à rejoindre l'équipe. Ouais, Ok. exactement. Donc ouais, c'est une manière un petit peu aussi différente, mais c'est aussi hyper intéressant, je pense. Donc, C'est hyper intéressant parce que ça te montre un aspect du métier que tu peux. En tout cas, je pense pas que tu puisses le voir dans d'autres structures, puisque
bah, voilà, il y avait effectivement ce suivi d'activité, des choses un peu plus analytiques que je pense tout le monde peut faire, mais j'avais aussi la chance, parce que Jean-Louis est quelqu'un de très transparent, et pour le coup, encore une fois, je le remercie, d'assister à ses codires, à savoir comment bah, il gère une équipe de 60 investisseurs qui est partout en région, donc avec lesquels tu as des contacts forcément qui sont limités parce que tu peux pas être présent partout. L'avantage aussi, c'est que bah, on était en plein pendant le Covid, donc enfin, BPI France a joué un rôle qui était quand même important, donc ça permet d'être au cœur du réacteur. Ça m'a permis de travailler sur l'appel à candidature, sur les obligations relance, de voir comment on gérait la fin de vie d'un fonds. Donc c'est plein de choses que normalement tu fais pas vraiment en tant que junior, en tout cas pas à ma connaissance ou pas dans ma vision. Et c'était assez intéressant d'être au plus proche de cette gestion, savoir comment ça fonctionnait. Et voilà, j'étais très content d'avoir fait ce rôle, et j'étais aussi très content bah, voilà, de pouvoir travailler de plus en plus avec l'équipe Île-de-France. Et quand il y a eu une opportunité qui s'est présentée, bah, voilà, c'était un peu dans la continuité de mon parcours et de l'accord qu'on avait aussi. Donc voilà, c'était franchement une belle expérience tremplin. Bon, la transition est peut-être arrivée un peu plus vite que prévu, mais pour le coup, c'était vraiment sympa. Enfin, et c'était une très bonne entrée en matière dans le private equity. Et du coup, donc après, tu débutes donc là enfin en tant qu'analyste, du Ouais, coup, chez BPI exactement. France, donc en CDI, c'est ça? Tu avais un contrat Ouais. directement? Ok. Et donc là, au niveau de tes missions, est-ce que ça rejoignait un petit peu ce que tu faisais déjà en stage, ou est-ce qu'il y avait des choses un petit peu nouvelles? Comment ça se passe pour toi quand tu débutes en tant qu'analyste? Ça rejoignait beaucoup ce que j'avais fait en stage et en VIE. Après, chaque maison a ses spécificités, enfin voilà, des templates que tu utilises, des process particuliers de comitologie, enfin de passage des différentes étapes, mais ça faisait pas mal écho à ce que j'avais vu. Peut-être une des nouveautés, c'était que j'ai découvert aussi tout l'aspect, enfin la marque forte de BPI, et le fait que parfois, bah, en fait, la mission de BPI, c'est de faire un peu effet de levier sur un écosystème, que ce soit bancaire, de fonds d'investissement ou autre, et d'aider au mieux les entrepreneurs, d'être un peu le guichet unique des entrepreneurs. Quand on étudie des boîtes maintenant, on voit toujours, on est le one-stop shop des nanana. Bon, bah, BPI, c'est le one-stop shop des entrepreneurs. Et C'est vrai donc, qu'on voit beaucoup ce terme en ce moment de one-stop shop ouais, un ouais, peu partout. c'est un peu enfin, ouais, c'est devenu un peu mainstream maintenant, mais bon, ça en reste vrai pour certains, hein, j'en doute pas, mais bon, voilà. Et dans le cas de BPI, bah, ça se traduisait parfois par le fait de, voilà, quelque part, un confrère avait gagné un sujet, il trouvait que ça avait du sens d'avoir BPI au capital. Par contre, bah, voilà, le confrère a dit, moi j'ai remporté la phase 2, j'ai pas non plus envie que le deal il traîne ad vitam aeternam, donc à quel point tu es capable de me confirmer que, enfin, d'analyser le sujet, de me confirmer que ça t'intéresse, et d'être sur la finish line au moment où j'ai envie que tu sois sur la finish line. Donc ça m'a permis de découvrir ça, et ça m'a permis de plus largement de découvrir bah, toute l'importance du co-investissement, parce que bah, l'idée de faire effet de levier sur un écosystème, ça se traduit chez BPI par le fait de faire du cofinancement et du co-investissement, en l'occurrence pour ce qui me concerne. Donc ça te permet de découvrir de travailler plus conjointement avec un plus grand nombre d'acteurs assez rapidement, et c'est un apprentissage assez sympa de voir bah voilà, les usages de chacun, et puis de mettre des noms sur des maisons dont tu as entendu parler quand tu étais à l'école, ou, enfin, voilà, ou sur LinkedIn, ou je ne sais quoi. Donc ça, pour le coup, ça a été un apprentissage assez important. Ok. Et peut-être pour présenter rapidement ton équipe BPI Small Cap, peut-être pour les personnes qui connaissent pas, je pense que c'est intéressant de présenter un petit peu le fond. Ouais. Peut-être, Donc BPI France Small Cap, donc au global, on est une équipe de 60 investisseurs. L'essentiel de ces investisseurs sont généralistes et ont un ancrage local. Donc on a tous un territoire qui nous est un peu dédié. En l'occurrence, pour l'équipe qui me concerne, je fais partie d'une équipe donc d'une quinzaine de personnes dédiées à l'investissement et au suivi de PME et petites ETI en Île-de-France. À côté de ça, on a deux équipes thématiques. Une qui est dédiée à tous les sujets tourisme, hôtellerie, restauration, enfin loisirs au sens large.
et une autre équipe qui est plutôt tournée vers tout ce qui est transition énergétique et écologique au sens large, donc tous les sujets, un peu de NR, de recyclage des matériaux, etc. Donc c'est tout ça, enfin toutes ces équipes voilà, travaillent conjointement. Et chez BPI, on investit, enfin on a un fonctionnement par taille de ticket. Donc en l'occurrence, nous, l'équipe Small Cap, on investit des tickets de 1 à 7 millions. On a une équipe après qui prend le relais, une équipe mid qui va de 7 à 20 grosso modo. Et on a une équipe large qui met des tickets supérieurs à 20 millions jusqu'à, je ne vais pas dire l'infini parce que c'est pas tout à fait vrai, mais qui gère en tout cas les participations de l'État dans des sociétés du CAC 40 type Stellantis, Orange, donc qu'on connaît tous. Et pour terminer un peu plus sur l'équipe dont je fais partie, donc, comme j'ai dit, on est une quinzaine. Basé sur 3 sites, La Défense, Haussmann et Val-de-Fontenay, donc pour vraiment couvrir l'intégralité des départements d'Île-de-France. Et on suit, enfin voilà, on compte un portefeuille d'une centaine de participations, en gros, enfin voilà, qui continue de grossir un peu, mais c'est un peu ça les ordres d'idées. Ok. Et du coup, donc toi aujourd'hui, ça fait combien de temps maintenant que tu es chez BPI? 3 ans, Ça va faire 3 ans en avril, et grosso modo, ça va faire 2 ans que je suis dans l'équipe Small Cap. Ok. Et du coup, pour te poser un peu une petite question, notamment sur tes missions, qu'est-ce que toi tu préfères le plus et quelles sont tes missions en fait au quotidien chez BPI? Ce que je préfère le plus, c'est toujours l'étude d'opportunités. J'aime bien l'image de dire quand on m'amène un sujet, c'est un peu comme. Enfin, il y a ce côté un peu où en fait on te demande de soulever le capot de la voiture, de tout démonter pour comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que tu as tout compris, bon, bah, tu remets tout en place et tu fais un peu une synthèse aux personnes qui n'ont pas eu le temps de forcément. Enfin, à tes membres du comité qui n'ont pas le temps de se consacrer au sujet. Et donc j'aime toujours cet aspect un peu découverte d'un métier, d'un marché que je connais pas du tout, et je suis un peu obligé un peu de me poser plein de questions pour savoir comment ça marche. Ce qui est cool dans cette phase-là, c'est que tu as toujours aussi la phase de rencontre un peu avec des dirigeants, donc voilà, et puis bah, de plus en plus je découvre la phase de suivi, c'est-à-dire le moment où bah, tu as investi, et donc bah, tu suis dans la durée les sociétés qui t'ont fait confiance et à qui tu as aussi accordé ta confiance, et pour voilà, voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des besoins de mise en relation ou autre, d'apport sur des croissances externes ou je ne sais quoi, enfin en tout cas participer à une pluralité des sujets. Je pense que le point commun de ces deux tâches, c'est que moi ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression de toujours d'être entre guillemets un peu le plus con dans la salle, et c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est que en fait tu parles tout le temps de choses nouvelles, de situations nouvelles, t'as jamais vraiment les mêmes interlocuteurs qui ont tous des savoirs et des personnalités qui sont différents. Et l'idée, c'est bah, voilà, comment on fait en sorte que ça marche au maximum. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, peut-être pour répondre de manière plus concrète sur mon quotidien, ça passe par des échanges avec des dirigeants, soit des nouveaux, soit ceux que du coup on suit, et beaucoup de phases voilà, de prise de connaissance d'opportunités, donc de lecture de mémos ou voilà, de présentations d'entreprises qui sont faites soit par des conseils, soit par les dirigeants en eux-mêmes. Le fait de un peu cross-checker les informations, enfin de faire ce travail de recherche pour... voilà, c'est vraiment aller gratter de l'info par tous les moyens possibles. Et puis bah, forcément, pas mal d'Excel pour se dire, bon, bah, on me dit que la boîte va faire... son chiffre d'affaires, il va faire x2, x3, x4. Moi, c'est quoi ma conviction? C'est quoi les points de sensibilité? C'est quelle variable qu'il faut faire bouger? Qu'est-ce qui est clé? Donc voilà. Ok, bah c'est très clair en tout cas. Est-ce que toi, tu as une petite anecdote, quelque chose, je pense, peut-être à raconter, soit chez BPI, soit ailleurs dans ta carrière sur le private equity? Une anecdote humaine sur... Peu importe, c'est vrai que je te mets un petit peu face à toi-même, mais est-ce que tu as une petite anecdote? Ça peut être soit sur l'humain, soit sur quelque chose qui t'a marqué, en fait, on va dire. J'avoue que là, spontanément, je sais pas. Il y a beaucoup de situations où, qui sont forcément un peu marquantes ou autres. Une anecdote en elle-même, je sais pas. Ce qui m'a choqué, c'est quand même le fait que c'est un petit monde et qu'on retombe vite sur les mêmes personnes et qu'on bénéficie quand même d'effets d'apprentissage. Un des sujets sur lesquels j'avais travaillé au Canada, c'était une société dans les services de paiement. Je me suis dit, c'est ultra niche.
Je rebrosserai jamais là-dessus. Deuxième sujet sur lequel je bosse chez BPI, une entreprise dans les services de paiement. Je fais c'est peut-être pas si niche que ça. Donc voilà, après, je sais pas. En fait, ouais, c'est un peu ce qui m'est venu. Et après, c'est le fait de retomber quand même souvent sur un peu, effectivement, bah voilà, les mêmes personnes et des thématiques récurrentes qui font que je me dis, OK, il y a quand même au bout d'un moment un effet d'apprentissage qui est quand même assez sympa sur le coup. Voilà, je réponds qu'à moitié à la question, mais Non, mais spontanément, tu t'es bien débrouillé, je trouve. Et du coup, pour passer peut-être à des questions un peu plus pédagogiques, donc surtout pour l'audience et les étudiants, toi, au niveau de ta charge de travail, est-ce que tu la considères importante? Comment ça se passe de manière générale dans le private equity au niveau, parce que c'est quand même une question qui revient assez souvent. Comment ça se passe? Cette question, tu as plusieurs façons un peu de l'aborder. C'est-à-dire que c'est un peu relatif en fonction de qui tu te compares. Je pense que si tu te compares par rapport à des personnes qui sont en TS, en M&A, qui vraiment ne vivent que de la transaction et donc ont des pics de travail encore plus réguliers que quand tu es en private equity, parce que par définition, tu n'investis pas tout le temps et tu as aussi des phases de suivi ou autres qui te permet un peu de lisser ta charge de travail. Tu te dis qu'on est quand même plutôt bien loti. Après, c'est vrai que quand tu compares par rapport à des gens qui sont pas en finance, on a quand même une charge de travail qui est importante. Tu parlais d'une anecdote, je me souviens de la première fois où j'ai fait une nocturne et que j'ai eu ma copine qui m'a regardé en mode mais enfin c'est normal, c'est voilà, et tu dis bah quelque part oui, c'est un peu quand même attendu ou autre. Après, je travaille pas dans la pire maison, loin de là. On a quand même un souci du bien-être et des conditions de travail chez BPI de manière générale. Une journée type, c'est du 9h-19h, mais forcément, il y a des moments où tu dois passer en comité, tu as une deadline ou autre qui est quand même assez importante et qui est difficilement, que tu peux difficilement modifier. Donc, faut être au rendez-vous et c'est aussi un peu à ça qu'on valorise un junior, c'est sa capacité à rendre en temps et en heure une analyse qui peut être complexe. Donc, la charge de travail, je pense qu'il faut savoir l'accepter. Je pense qu'on fait des horaires plutôt corrects. Enfin, ça, en tout cas, ça pourrait être bien pire, mais avec le temps, alors je vais pas faire l'ancien avec 3 ans d'expérience, mais j'apprends aussi à profiter des moments où il y a parfois un peu moins de travail pour profiter de ces moments-là pour se donner de l'air, se donner le temps pour se consacrer à des réflexions un peu plus importantes, pour faire du sport ou tout simplement se reposer aussi et faire qu'en fait on tient le marathon, parce que les OP sur lesquels on bosse sont des sprints, mais en fait faut faire ça sur plusieurs années, donc quelque part c'est un marathon, il faut aussi faire un peu attention sur la durée. Ok. Et là, du coup, j'ai une nouvelle question qui me vient. C'est plus par rapport, du coup, aux compétences à maîtriser. On sait que c'est un métier qui est quand même assez complet, où il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser. Et puis, c'est vrai que ça évolue en fait en fonction du temps. Toi, quand tu as commencé, tu penses que c'est quelle qualité qui était primordiale, on va dire, à la fois pour rentrer dans un fonds, mais à la fois pour être bon en fait dans le métier d'investisseur? Quand j'ai commencé, je me suis dit avant tout c'est la rigueur de l'analyse, parce que t'es actionnaire, donc par définition t'es le dernier qui est servi. Donc tu peux, si tout se passe bien, c'est génial pour toi, parce que c'est toi qui as tout le bénéfice de l'upside, et voilà. Par contre, si ça se passe mal, t'es aussi le dernier servi, donc faut pas se tromper dans l'analyse. Quand tu fais tes modèles ou autres, faut encore une fois être assez rigoureux, parce que si t'anticipes pas des charges, si tu fais des modèles qui sont trop tendus et que tu as oublié des paramètres, ça peut se retourner contre toi. Donc pour moi, il faut avoir cette rigueur. Et dans la relation que tu as avec tes seniors, je pense que c'est la qualité qui est la plus valorisée, parce que ils sont aussi impliqués dans le sourcing, dans la négo ou autre, et donc ils peuvent par définition pas mettre autant les mains dans le cambouis que toi dans toute la phase d'analyse ou autre. Donc quelque part, il faut qu'ils soient sûrs que ce que tu leur rendes, c'est en béton, ou si ça ne l'est pas, que tu lui aies dit clairement ce point-là, je pense que c'est le plus bancal, je sais pas comment le traiter, j'ai retourné la question. Et donc voilà, donc qualité première, je pense, être rigoureux / être analytique, enfin en tout cas être rigoureux dans son analyse. Et voilà, par contre, plus tu gagnes en seniorité, plus tu montes en compétences, plus
il y a un aspect humain, relationnel et commercial qui est important à avoir, puisque euh, avant de bien faire l'analyse de ton deal, il faut réussir à le sourcer ton deal. Faut réussir à montrer aux dirigeants que tu as des atouts, que tu as des choses à lui apporter. Et donc, c'est une posture qui se travaille, et même une fois que tu as investi dans le suivi, pour faire passer le message aux dirigeants et aux dirigeantes que tu accompagnes en fonction des situations, en fonction du momentum et aussi de leur personnalité qui sont propres, ça demande un savoir-être qui est quand même assez important. Ok, bah écoute, c'est pareil, encore une fois, c'est extrêmement clair. Et du coup, quels outils toi tu conseillerais en fait globalement pour apprendre, on va dire, même sur les compétences techniques? C'est vrai que c'est aussi une des questions qui revient souvent. C'est pour maîtriser ne serait-ce que les états financiers ou ce genre de choses. Bon, à l'école, c'est vrai, c'est des cours qui sont quand même utiles. Mais comment toi, par exemple, tu as préparé tes entretiens? Est-ce que tu allais sur d'autres sources? Comment tu utilisais tes outils en fait et quels étaient ces outils? C'est assez compliqué parce que la plupart des outils en finance sont quand même payants. Donc l'apprentissage que tu peux faire par toi-même, il est un peu compliqué. Alors peut-être que de plus en plus les écoles te donnent accès à des bases de données type Merger Market, Capital IQ, sur lesquelles, si on a un accès, je conseille de travailler, ne serait-ce que pour essayer de voir comment on fait des recherches de comparables, ou enfin des choses très basiques comme ça, puisque c'est quand même un aspect aussi important du métier. L'outil majeur par définition c'est Excel, donc tout faire pour être le plus à l'aise sur Excel. Moi je me suis payé des tutos pour savoir un peu comment faire des modèles, même savoir faire des graphiques et pas genre juste le graphique de base entre guillemets, mais essayer de faire des trucs un peu chiadés qui font que quelque part même sur la forme ton analyse est fait rigoureuse, et plus t'es carré sur la forme, enfin, en tout cas, j'ai tendance à le croire. Enfin, plus on va croire que tu es carré sur le fond aussi. De toute façon, au-delà d'être carré ou pas, plus on maîtrise Excel, plus on est efficace. Et tu l'as dit, les journées, elles sont longues, elles sont intenses. Donc, quelque part, c'est se faire un cadeau à soi-même de dire j'essaie d'augmenter ma productivité sur l'outil que je sais que je vais utiliser globalement toute ma vie, je pense. Alors, il y aura peut-être des remplaçants d'Excel, mais pour l'instant, on ne les voit pas venir. Donc voilà, c'est plutôt ce travail-là que j'ai essayé de faire dans un premier temps. Après, j'avais testé t'as un certificat à Bloomberg, sur les terminaux Bloomberg. Je l'ai fait, j'en suis jamais. Enfin, Je pense que tous les étudiants en finance ont fait ce test juste pour le mettre sur LinkedIn. Mais ouais, c'est ça, mais tu vois, en tout cas, moi, je n'en suis jamais servi. En vrai, je crois aussi que je m'en suis servi une fois au Canada parce que j'avais un cours sur les DCF, et donc, genre, je suis allé chercher une info. Mais je pense que tu me remets devant un terminal, je sais même pas comment ça fonctionne. Donc bon, voilà, c'est un peu mes conseils. Je pense que Excel, c'est genre le minimum, et il faut vraiment le bosser parce qu'il n'y a pas d'excuses. En l'occurrence, je me suis payé des tutos, mais de plus en plus, il y en a des gratuits. Et après, en fonction de peut-être des assos qu'il y a dans vos écoles, les bases de données spécialisées, c'est quand même sympa si vous pouvez avoir un premier aperçu au moins de comment ça fonctionne, quoi. Et justement, j'avais une autre question, là, c'est plus par rapport au réseau. On en parle un petit peu, mais pas suffisamment à mon sens. C'est vrai que notamment, on peut contacter par exemple des étudiants sur LinkedIn ou ce genre de choses pour avoir Ouais. des informations. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette importance-là, de développer son réseau, en fait, concrètement? On nous en parle un petit peu en école de commerce, mais enfin, du moins, moi, à mon époque, bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était pas encore assez développé. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de l'importance vraiment de se créer un réseau pour trouver son premier emploi ou un stage en private equity? Je pense que c'est essentiel. Et pour ma part, c'est l'apprentissage majeur de mon école de commerce. Je pense que ça reste encore l'avantage majeur des écoles de commerce de manière générale par rapport aux IAE, alors que je pense que les IAE le récupèrent de plus en plus. Mais en fait, en école de commerce, on nous apprend vraiment à dire le réseau, c'est important, ça vous ouvrira des portes ou autre. On a l'image un peu surfaite de parce que tu as appelé un mec, tu vas avoir un job. C'est quand même plus compliqué que ça. En revanche, parce que tu as appelé plusieurs personnes, en fait, tu as affiné ta compréhension du milieu que tu vises ou du métier que tu vises. Et déjà, ça te permet d'être plus clair sur toi, ce qu'il te faut, etc. Donc tu gagnes quand même du temps parce que t'es en école, t'as le droit à 2 ou 3 stages longs, grosso modo, donc t'as quand même pas beaucoup de cartouches pour trouver ce qui te convient. Et de deux, je pense que ça participe à te rendre plus crédible en entretien, parce que plus t'as d'échanges, plus tu vas utiliser les bons mots, avoir la bonne posture, dire ah oui, j'en ai entendu parler ou machin. Et donc
Je pense que c'est des mini-trucs, mais qui, à la fin des fins, font un peu que la tartine elle tombe du bon côté et que bah, c'est toi qui va être pris plutôt qu'un autre. Donc c'est important, je pense que ça aide aussi à travailler le relationnel. Ça aide à dédramatiser le fait que bah ouais, tu vas te prendre des vents parce que tu vas Je pense que tout le monde, globalement, sur LinkedIn, à mon avis, s'est pris sur peut-être 15-20 messages envoyés. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup de réponses. Ouais, c'est clair. Et j'ai envie de dire, si tu t'es pas pris de vent, c'est pas normal, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est que t'en as pas fait assez ou autre. Et c'est pas grave. Donc, moi, je peux que encourager à le faire. Et puis, on se souvient, je pense, un peu toujours des gens qui nous ont aidés. Et donc, voilà, à la limite, enfin, je veux dire, moi, j'étais très content quand les gens prenaient mes appels. Et donc, j'essaye d'en prendre. Je prends pas à tout le monde. J'essaie aussi enfin, voilà, j'essaie un peu d'équilibrer les choses. Mais je pense que c'est une très bonne chose. C'est un très bon réflexe à avoir. Et si je peux donner un conseil aux gens, c'est essayer de personnaliser un peu vos messages, essayer de montrer que même si vous ne vous connaissez pas, bah, vous avez quand même des liens d'affinité. Moi d'ailleurs, j'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça. Je t'avais contacté il y a 3 ans. Ouais. Et effectivement, je sais pas si tu t'en souviens, peut-être pas, mais parce que je pense que tu recevais aussi beaucoup de messages d'étudiants. Mais effectivement, c'était aussi bah, dans le cadre d'un entretien de stage, c'était au Crédit Mutuel. Et je t'avais contacté aussi par rapport à ça. Enfin, c'est juste pour l'anecdote, mais effectivement, tu m'avais bien répondu. Et c'est vrai que ça m'avait aidé. Et c'était aussi mon premier réflexe en fait, d'aller sur les différents réseaux sociaux, même sur Internet, en fait, pour avoir de l'information. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça passe aussi par là. Et ça me rejoint du coup une autre question, c'était bah, sur l'importance en fait, des réseaux sociaux, notamment on va dire de LinkedIn et tout ce genre de projet. Je sais que toi tu as cofondé Capital Initiation, il me semble, avec Ouais, Mathieu Colombarini, tout à qui est aussi fait. donc une très belle initiative. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Bien sûr. Et merci de me donner cette occasion. Effectivement, alors pour la petite histoire, bah, c'est une transition parfaite. Parce que je connaissais pas du tout Mathieu à l'origine. Lui est lyonnais, moi je suis nantais, donc on n'avait pas eu l'occasion de se croiser. Et en fait, je reviens du Canada, donc tout début 2021. Et là, je vois qu'il y a un mec qui sort un podcast sur le private equity. Bon, il a été suivi par d'autres, mais je me dis, attends, l'idée, elle est géniale parce que j'avais un pote à moi qui avait fait Baby VC et je me dis, attends, du contenu sur les VC. Enfin, bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ouais, j'avais l'impression qu'il y en avait à l'appel et qu'il y avait beaucoup d'intervenants, beaucoup d'articles. Et je fais, c'est marrant, il n'y a rien sur le PE. Enfin, sur le PE plus classique sur des boîtes matures. Je comprends pas parce qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je tombe sur son post LinkedIn et je lui dis Hello Mathieu, enfin voilà, on se connaît pas, mais je trouve ton initiative super. Et si un jour tu as besoin de petites mains pour t'aider dans ton projet ou autre, honnêtement, avec grand plaisir. Donc voilà, ça s'arrête là sur le moment. Il me dit oh, top, merci, effectivement, je commence mon truc. N'hésite pas à me faire tes retours, etc. Donc bon, on garde un petit peu contact. Vient le moment où il commence à faire des épisodes sur les juniors, donc on a encore un peu plus l'occasion d'échanger. Et durant nos échanges, en fait, on s'accorde sur le fait que malgré toute la bonne volonté que tu peux mettre pendant tes études, tu as toujours du mal à quand même à totalement comprendre comment fonctionnent bah, voilà, des fonds d'investissement. C'est quoi cette industrie, comment ça se passe une transaction, c'est quoi les éléments un peu importants à avoir en tête. Et donc on fait un peu le même constat et on se dit bah ce serait sympa. Alors enfin il n'était pas tout à fait en poste, mais il avait il avait quand même eu des bons stages à ce moment-là en PE. Moi j'étais en poste et on s'est dit bah plutôt que se dire on est arrivé à faire, enfin on est arrivé à notre objectif et on va fermer la porte derrière nous, on s'est dit bah ce serait plutôt sympa de laisser la porte ouverte. Et donc on décide de créer Capital Initiation, en tout cas de créer un système d'assaut inter-école qui permettrait à des étudiants, on va dire, triés sur leur motivation et leur appétence pour le secteur, et de les mettre en relation avec des directeurs de fonds que bah, voilà, Mathieu connaissait beaucoup via son podcast. Moi, j'avais eu l'occasion d'en travailler avec certains, soit quand j'étais chez Crédit Mutuel Equity, et d'ailleurs Caroline Pasquet, qui était ma maître de stage à Nantes, et a eu la gentillesse d'accorder 1 heure et demie de son temps à la deuxième promo de Capital Initiation. Mais voilà, on s'est dit, il faut qu'on arrive à bridger des étudiants qui ont envie et des professionnels qui ont envie de faire part de leur expérience. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'ASSO, donc qui fonctionne par système de promotion de 20-25 étudiants sur, on va dire, 8 à 10 semaines, avec une séance par semaine sur voilà, un thème
du métier, enfin de l'industrie du private equity, de l'analyse pré-opération jusqu'à la sortie, en passant par la gouvernance, le l'ESG, la négociation, l'importance du juridique, etc. Ok, bah, et c'est hyper intéressant, justement, bah, on les salue, on salue Capital Initiation. Mais ouais, c'est une très bonne initiative et je trouve que de plus en plus, justement, comme tu disais, bah, il y a différentes personnes, bah, il y a moi aussi notamment avec ce podcast, mais qui essaient de créer en fait des choses pour vraiment démocratiser le private equity parce qu'effectivement, je pense que c'est un domaine où si on n'est pas vraiment issu de ce milieu-là, c'est quand même difficile d'avoir des informations et de comprendre parce que je pense que c'est un domaine qui est quand même très vaste. Donc, je trouve ça intéressant, justement. Non, c'est clair. Et puis pour faire un peu écho à ce que tu disais, tu vois, je pense que naïvement, quand j'ai commencé à me tourner vers la finance, bon, je connaissais la finance de marché de loin, etc. Et je me disais, ok, les bourses, machin, c'est dans les grandes villes. Mais sinon, j'avais un peu l'impression que les plus hauts niveaux de ce qui pouvait se passer en corporate finance, c'était genre des centres d'affaires entreprises, tu vois, alors que j'avais pas connaissance de la partie investment banking ou autre. Et puis après, du private equity, enfin, ça a été une découverte euh, très progressive et on va dire un peu itérative, enfin, étape par étape. Et alors que, bah voilà, il y a moyen de faire plus rapidement quand on sait aussi un peu ce qu'on veut. Et assez étonnamment, je me suis dit, je pense un peu comme toi, peut-être au début, de dire bah, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas forcément des gens seniors qui veulent prendre ce temps-là parce que leurs journées sont intenses ou autre. Et en fait, il n'y a que des gens qui veulent parler de leur parcours et essayer. Enfin, globalement, il y a eu parfois des sujets de disponibilité, mais c'est rare qu'on s'ait pris un non, genre ça m'intéresse pas. Enfin, je pense que ça a jamais existé. Et donc, je suis content qu'il y ait toutes ces initiatives parmi la tienne et que, en l'occurrence, pour Capital Initiation aussi, il y ait bah, voilà, des étudiants qui ont repris le truc, puisqu'on a lancé un peu l'initiative avec Mathieu, et maintenant ça a été très bien développé par Emmanuel et Igor, notamment, que je salue, et d'autres, Léopold, Victoire, enfin bref, il y en a beaucoup, donc je vais pas tous les citer, mais ça m'a fait rire de me dire qu'on est passé d'un petit PowerPoint avec Mathieu à un événement chez France Invest il y a pas si longtemps que ça, et donc je pense que les ressources sont en train de fleurir, et c'est pour le mieux, quoi. Effectivement, bah ouais, en tout cas, c'est un très beau projet. Et puis même, on voit de toute façon l'intérêt que ça a avec quand même plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn, donc c'est quand même assez important. Justement, toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour un jeune analyste? Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui souhaite rentrer dans le milieu, qui est étudiant ou autre? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est une bonne question. Je Peut-être pense. peut-être en termes de parcours pour t'aiguiller peut-être un peu plus, soit en termes de parcours, Ouais, soit... ouais, bien sûr. Déjà, dans votre parcours académique, la base de la base, c'est la compta. C'est pas ce qui est le plus intéressant, on va pas se mentir. Mais c'est la matière première que vous allez avoir à travailler pour faire vos analyses. Donc, même si c'est pas le sujet qui vous passionne peut-être le plus au début, juste bah, avoir des solides bases en compta, euh, et être capable de raisonner et de se dire attends, s'il se passe telle opération, comment ça se traduit d'un point de vue comptable, au bilan, au PNL ou autre. Je ne parle pas de connaître vos numéros de compte, etc. Mais voilà, je pense que c'est un peu le niveau zéro. Si, pour atteindre le niveau 1 de la corporate finance, il y a un peu genre le Journeyman aussi, qui est un outil enfin un livre, enfin un ouvrage de référence. Il y a un peu ça. Et après, aller dans des stages qui vous permettent un peu de renforcer les compétences qui sont nécessaires. Je pense que des expériences en TS, ça donne justement toute cette rigueur dont on parlait avant, de se dire, bah voilà, solidifier ses bases comptables, être productif et rapide sur Excel, qui est encore une fois un des premiers outils que vous pouvez utiliser. Euh, N'ayez pas peur aussi d'aller en région. Moi, c'est un conseil que je donne souvent parce que bah, on est étudiant et on vise tous Paris parce que c'est plus simple, parce que les potes y vont, parce que c'est plus prestigieux ou autre. Alors qu'il y a des très belles opportunités en région. En plus, en général, en région, les équipes sont un peu plus petites. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas un stagiaire parmi tant d'autres, mais en fait, on est le stagiaire de l'équipe et donc qui est amené à dépasser un peu, en général, sa fiche de poste si ça se passe bien. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une concurrence un peu moindre au début quand on manque d'expérience. Et c'est des super leviers pour la suite. Enfin, moi, mon stage à Nantes m'a permis d'aller au Canada, et ça, c'était un peu inespéré et pas du tout pensé comme ça au début. Mais
ça m'a permis, au-delà de ça m'a ouvert des portes, ça m'a aussi mis en confiance parce que bah, comme j'étais encore une fois un peu plus impliqué, j'ai fait plein de tâches et donc j'étais aussi très confiant, enfin j'étais très confiant, j'étais solide sur mes bases quand bah, je retournais en entretien sur ce que j'avais fait. Donc voilà, donc je dirais en gros travailler un peu vos bases, on va dire à l'école ou de votre côté, parce que c'est des choses qui peuvent se travailler un peu seul. Deux, essayer d'avoir des stages qui assoient les qualités qui sont nécessaires. Et trois, soyez mobile et en fait faites l'effort que beaucoup de gens ne feront pas à aller en région, la vôtre ou une région même autre, parce que ça peut payer quoi. Ok. Bah, Ludovic, est-ce que tu as un dernier sujet que tu aimerais évoquer dans la vidéo ou avant qu'on termine ce podcast? Non, non, je te remercie beaucoup pour l'initiative. Je le disais en rigolant, mais ça me fait beaucoup rire d'être derrière ce petit micro. Et enfin, voilà, je te félicite pour l'initiative parce que c'est pas facile de se lancer encore plus sur son propre prénom. On se dit bah, si ça marche pas ou autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont bénéficier de tout ça. Donc un grand merci pour ton temps et pour cette initiative. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Ludovic et merci pour ton temps. C'était aussi un plaisir d'être avec toi. Donc je te remercie. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires donc potentiellement les prochains fonds que vous souhaiteriez découvrir. Également vos questions, s'il y a des sujets que vous souhaitez creuser, des réponses que vous souhaitez avoir. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. C'était Fabio pour Inside.